Bonjour, et voilà, nous on est ravis de partager ce moment de lecture et de dessin avec vous. Donc, en fait, on va lire des extraits de 6 textes qui sont tous issus de mon premier texte qui s'appelle Le Journal de Grosse Patate. Dans le journal de Grosse Patate, il y a 3 autres personnages qui sont évoqués, en plus de Grosse Patate elle-même. C'est Rosemary, Hubert et Rémi. Et donc la lecture va se passer en 4 parties. Il y aura une première partie qui s'appellera Hubert, une deuxième partie qui s'appellera Rosemary, une troisième partie qui s'appellera Rémi, et une dernière partie qui s'appellera Discours à la lune et épilogue. Voilà. Donc alors après, sur le titre, Parler pour parler, c'est la formule de délivrance. C'est vrai que c'est un grand poète qui a utilisé cette formule. Et c'est vrai qu'il sera beaucoup question de la parole dans ce choix de texte. Le dernier texte, ça s'appelle Les discours de Rosemary, et elle parle beaucoup, Rosemary. Et c'est vrai que cette question, en fait, traverse, je crois, tout ce que j'ai pu écrire. Parler, ne pas parler, parler pour convaincre, parler pour manipuler, parler pour parler à la lune, parler, voilà, parler, écrire, voilà, d'où on écrit, d'où on parle. Je pense que beaucoup de mes textes, je crois, tournent autour de ces questions-là, et donc vous verrez que effectivement les personnages s'interrogent beaucoup sur pourquoi et comment parler. Et ensuite, il y a un sous-titre, c'est un peu le choix qu'on a fait avec Vincent, c'est Aimer, aimer, c'est le titre d'une des parties des saisons de Rosemary, et puis c'est évidemment une citation, une allusion à Augustin, aimer, aimer, voilà, donc ça va parler d'amour, beaucoup, tout au long de ce choix de texte. Et l'amour amoureux, l'amour des parents, compliqué, l'amour, voilà. Et puis aussi les conséquences des fois un peu négatives de l'amour, la jalousie, la colère, voire même l'amour qui se transforme en haine et en désir de se venger, comme ça peut arriver à certains personnages. Voilà, donc, mais ça tournera toujours autour de l'amour, et puis quand même l'amour, ça se finit bien, donc voilà. Donc je vous souhaite un bon moment. Première partie, Hubert, le journal de Grosse Patate. Hubert, qu'est-ce qu'il est beau! C'est le plus beau de la classe. J'aime le regarder comme si un peu de sa beauté s'échappait de lui et me recouvrait comme de la poudre de perlimpinpin. Il n'est ni trop grand, ni trop petit, ni trop mince, ni trop gros. Je ne saurais le décrire. Il n'a aucun défaut. Il passe son temps à jouer au foot dans la cour de récréation. Il porte toujours des chandails échancrés qui laissent voir la peau de ses épaules. Je sais que je vais tomber amoureuse de Hubert. Et il faut que je me prépare à cette idée. Ce sera dur, mais que faire? Comme dit papa, c'est la vie. On m'a raconté une drôle d'histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de Narcisse. Narcisse est un beau jeune homme, si beau que tout le monde tombe amoureux de lui. Mais lui n'aime personne. Un jour, il se penche sur une fontaine pour boire, il aperçoit son reflet et tombe aussitôt amoureux de lui-même. Il reste penché sur son image, immobile et silencieux, à se contempler, à se sourire, à se faire des clins d'œil. Moi, les histoires, ça me donne envie de dormir. Bonne nuit, la lune. Bonjour, mes rêves. Grosse patate, est-ce que tu dors? Oui. Tu rêves? Oui. À quoi rêves-tu? Je rêve que Hubert vient de tomber amoureux de lui-même. Il était dans la salle de bain en train de se faire l'arrêt du côté gauche quand brusquement, s'apercevant dans le miroir, pétard de feu de bois, il s'écrie « Celui que j'aime, c'est moi ». Hubert reste collé au miroir de sa salle de bain à se susurrer des mots d'amour. « Comme je suis beau ! Je suis encore plus beau quand je me fais l'arrêt du côté gauche. Quels beaux cheveux!
comme je m'aime. Il passe son temps à se peigner, il rate l'école et ne mange plus. Finalement, ce n'est pas si facile de s'aimer soi-même, que d'inconvénients. Il faut éviter les fontaines et les miroirs, sans quoi on risque de rester collé devant son image sans même pouvoir manger. Quelle horreur! Je suis amoureuse de Hubert. Quel bonheur! Comme c'est romanesque. Le seul problème, j'ai l'impression que Hubert préfère jouer au foot. Je n'ai pas encore envoyé ma lettre d'amour, j'hésite. Rosemary est insupportable. Depuis qu'elle sait que je suis amoureuse, elle est tout le temps avec Hubert et lui semble beaucoup plus gentil avec elle. Je crois qu'ils essaient de me rendre jalouse. L'amour a des inconvénients. Je mange. Plus je suis amoureuse, plus je mange. Plus je suis amoureuse, plus je suis triste. Hubert au miroir. Hubert. Ce ne peut pas être mon vrai père. Nous sommes trop différents. Peut-être que l'autre a rencontré maman bien avant ma naissance et quand je suis né, il est parti. Nous a abandonnés ou vendus. L'entraîneur, au moins, il est rigolo. Il ne me donne jamais d'ordre et il trouve que tout ce que je fais est formidable. Ce devrait être lui, mon père. Mais c'est sûr, le mien n'est pas le bon. Mon frère, c'est bien son fils. Il ne me ressemble pas du tout. Certains jours, j'ai envie de le perdre dans les rues de la ville, de l'emmener très loin, de l'abandonner au milieu d'un parc. Je l'observerai, pleurer quelques secondes, cherchant son chemin, puis je rentrerai à la maison en sifflotant. Au moins, je recevrai plus de cadeaux à Noël. Et j'aurai la paix. Je voudrais m'enfuir d'ici, pour tous leur échapper, être seul avec moi-même, pouvoir me promener sous les étoiles quand ça me chante, me contempler dans les fontaines, transporter le monde avec moi et toute ma vie dans une valise. Hubert, Oui, papa? j'ai un service à te demander. Ce soir, je rentrerai tard et il faudrait que tu aides ton frère à manger et que tu le couches. Ce soir? Mais j'ai mon entraînement de foot. Ah bah pour une fois, Ah non! Tu es au courant que c'est ce jour-là? j'avais oublié, je suis désolé. Mais je ne peux pas m'organiser autrement. Eh ben moi non plus. Le morveux, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Bah, comment tu en parles? Il est trop petit, tu sais bien. Mais de toute façon, il ne m'obéit jamais. Et je ne veux pas rater mon entraînement, sinon je serais privé du match de dimanche. Il n'y a pas que le ballon dans la vie. Si tu pensais un peu plus à tes devoirs, Oh, il faut toujours que je m'occupe de lui. Je n'ai pas que ça à faire. ah oui, avec les heures que tu passes dans la salle de bain ou devant la télé, ou à jouer dans ta chambre, ou au sport. Je ne peux pas travailler sans arrêt. Sûr, mais de temps en temps. Et tes résultats à l'école qui ne sont plus très brillants. Tu veux me priver de foot, c'est ça? Mais non, simplement en révisant un peu plus. Bon, pour ce soir. Ça va, hein, j'ai compris. Mais non, je vais m'arranger autrement. Tu pourras y aller à ton entraînement si tu étais un peu plus aimable par moment. Et arrête de bouder. Hein. Ce n'est pas grave. Si. L'argent, c'est des soucis. Et le travail, trouver du travail, pas facile. Il faut faire avec. Et l'amour, plus tard. Je t'expliquerai plus tard. Plus tard, tu comprendras. Tout ça, c'est pour toi et ton frère. Vous comprendrez plus tard. Il ne faudra pas agir comme moi. Mes parents, tellement déçus par moi, tellement sévères. Pas se tromper, ne pas mal tourner. On n'entreprenait pas ce qu'on voulait à l'époque. Faire mieux que moi, pas pour moi, un peu pour moi aussi. Hubert, Oui, papa? tu es dans ta chambre, tu travailles? Je révise mes devoirs. Excuse-moi de te déranger, je pensais, on ne se rencontre pas beaucoup en ce moment, tu es très occupé, et moi, j'ai les soucis et on pourrait se voir plus. Ouais, c'est sûr. Alors je me suis dit,
ton frère n'est pas là, peut-être, je ne sais pas. Il y a la fête foraine sur la place. J'en profiterai pour te payer une glace ou une barbe à papa. Maintenant, Ouais, si tu as le temps, bien sûr. c'est que j'avais prévu d'aller retrouver Rémi. Oui, tes copains. Ce n'est pas grave. Attends, je le croiserai plus tard. Mais il n'y a pas d'obligation. C'était une occasion. Avant que tu ne marches à l'autre bout de la rue pour être sûr de m'éviter. Oh, je n'en suis pas là quand même. On se promènerait tous les deux, comme qui dirait entre hommes. J'aurai le droit de tirer à la carabine. On pourra se perdre dans le palais des glaces magiques. Sûr. Et on aura un peu de temps pour causer. Alors, ça te plairait? Tu me raconteras avant moi, avec maman, Qu'est-ce que tu veux savoir? tout. Au début, il s'est moqué de moi, m'a appelé le roi de la salle de bain. Oh, ça m'a un peu énervé, et puis j'ai pensé que c'était amusant. On s'est payé une barbe à papa, il s'est collé du sucre sur toute la figure, alors moi aussi je me suis moqué de lui. Je ne savais pas qu'il avait dû tout réapprendre ici, à parler, à lire, à se tenir droit, même à rire, qu'il avait traversé autant de pays. J'étais fier de l'imaginer marchant dans les montagnes, se cachant dans des trains ou se glissant à la nuit tombante dans des villes inconnues. Il m'a dit L'histoire avec ta mère, je te souhaite de vivre la même, tellement merveilleuse. C'est la plus belle aventure qui me soit arrivée avec vous deux. On s'est mariés en cachette. Tu étais déjà là, puis ton frère est né. C'est alors que ta maman est tombée malade. Alors, j'ai failli retourner au pays, c'était trop triste. J'ai cependant décidé de rester pour vous, pour que vous n'ayez jamais un jour à vous enfuir. Il m'a pris par la main. Je trouvais que c'était quand même un peu ridicule, mais je l'ai laissé pour lui faire plaisir. Et aussi parce que je l'admirais, un peu. Je lui ai promis d'emmener le mioche à la fête foraine. Même s'il est encore petit, ça devrait l'intéresser. Et puis, je pourrais le perdre dans le palais des glaces, le regarder pleurer et essayer de découvrir la sortie. Ça risque d'être assez rigolo. Quand il n'osera plus bouger, j'irai le chercher. On rentrera à la maison, je le consolerai et je lui apprendrai à ne plus avoir peur des miroirs. Deuxième partie, Rosemarie. Le journal de Grosse Patate. Dans ma classe, il y a Rosemarie. Rosemarie, c'est ma meilleure amie. Elle est coquette, toute menue, jolie. Son regard est coquin, caché sous ses longs cils noirs. Sa peau est transparente. Elle sourit toujours d'un merveilleux sourire énigmatique. Elle sent merveilleusement bon. Elle passe des heures dans la salle de bain à se mettre des crèmes. Crème hydratante, crème apaisante, crème lavante, crème rafraîchissante pour garder la peau transparente. Simplement, Rosemarie est très timide. Elle ne parle pas beaucoup. Elle a peur de parler, je crois. Dès qu'on lui adresse la parole, elle ne sait pas quoi répondre. Des tas de mots se bousculent dans sa tête. Elle veut crier, mais déjà, elle ne sait plus ce qu'elle voulait dire. Alors elle préfère se taire et sourire. Tout le monde l'aime bien parce qu'elle sourit tout le temps. Elle ne murmure que l'essentiel. Merci. Excusez-moi. Je peux? Oui. D'accord. En fait, je crois bien que Rosemarie veut qu'on l'aime. C'est pourquoi elle sourit toujours et à tout le monde. Elle est drôle, Rosemarie. C'est une drôle de copine. C'est ma meilleure amie. Rosemarie est amoureuse de Hubert. Je lui ai déclaré que ça allait être très dur. Mais je la comprends, c'est la vie. Elle m'a demandé de lui écrire des déclarations d'amour qu'elle pourra apprendre par cœur et réciter à Hubert. Pour le moment, elle s'approche de lui en souriant et chuchote « Je peux ?» Mais lui, il ne répond pas et part jouer au foot. Rosemarie n'a aucune mémoire, c'est une catastrophe. Sa cervelle, c'est un gruyère avec plus de trous que de fromage. J'ai passé toute la soirée d'hier à lui préparer une déclaration d'amour magnifique. Aujourd'hui, elle s'est plantée devant Hubert et a commencé son discours. Dès les premiers mots, j'ai senti que ça partait mal. Elle a tout mélangé, a bafouillé
Et Hubert a commencé à rigoler. Rosemary pleurait tout en continuant sa déclaration. Elle s'est mise à improviser et à parler de son chat. Je ne voyais pas le rapport. Pauvre Rosemary. Bon, ce n'est pas grave, parce que comme ça, j'aurai une déclaration toute prête quand je tomberai amoureuse de Hubert. Aimer, aimer. Géraldine est amoureuse de Benoît. Françoise est amoureuse de Taïeb. Néré est amoureuse de Kyong. Keren est amoureuse de Bilfou. Et Stéphanie est amoureuse de Max, qui aime Laure, qui est aimée de Kyong, qui aime Géraldine, aimée de Bilfou, qui aime Benoît, qui n'aime personne. Peut-être que je pourrais tomber amoureuse de Rémi. Je crois que je préférerais quelqu'un d'autre. En même temps, Rémi est gentil. Ça me fait plaisir de penser à lui en cet instant, de l'imaginer marchant dans la rue jusqu'à sa maison. Peut-être que je suis vraiment amoureuse. Si c'est ça, ce n'est pas désagréable. Au printemps, on entend les oiseaux qui gazouillent dans les arbres. Dans le ciel, on les aperçoit qui dansent deux par deux. Tout leur paraît simple. Tandis que moi, j'aimerais bien m'asseoir à côté de Rémi sur le banc dans le petit bois et qu'il me murmure des choses gentilles. Je n'ose pas. Que de tristesse quand il fait si beau, que d'amour gâché au milieu du printemps. Qu'est-ce que tu fais? Je marche. Pour marcher, il faut bouger les pieds. À quoi penses-tu? À Rémi. Encore? Oh, c'est vrai, excuse-moi, je ne devrais pas t'en parler. Mais qu'est-ce que j'y peux si je me réveille le matin en songeant à lui? Si dans mon bol de chocolat, je le vois qui me fait des clins d'œil? Si pendant mon sommeil, j'aperçois son ombre flotter au-dessus de mon lit? Si les nuages ont son sourire? Si le vent dans les arbres a sa voix? Ma pauvre Rosemary, tu es bel et bien amoureuse. Je serais moi, et toi, tu serais Rémi, follement amoureux de moi, et tu viendrais me dire des choses gentilles. Tu es très polie, jolie, Rosemary, aujourd'hui. Oui, comme tous les jours. Tu es très gentille aussi. Je sais. Tu es très fière, très forte à l'école aussi. Non mais ça, Rémi ne pourrait pas le dire. Pourquoi? Mais tout le monde sait que je ne suis pas très forte. Tu as de belles boucles d'oreilles. Heureusement, c'est de l'or. Et de belles oreilles aussi. Merci. Je ne sais plus quoi dire. Ah mais invente. Oh, je vais te réciter un poème. Oh non. Je stringala, je la, je shrela, je ne... Et tu voudrais que je tombe amoureuse de toi avec des poèmes pareils? Tu ne fais aucun effort. J'en ai assez, tais-toi. On est dans la cour de récréation et tu es Rémi. Tu vas voir ce que c'est qu'une déclaration. Rémi, je t'aime. Alors, qu'est-ce que tu rétorques à ça? Il faut dire quelque chose? Non, évidemment. Tu veux faire un foot? Quoi? Un foot? Mais, ah non, mais il pourrait pas me répliquer ça quand même. Oh si, je crois. Tu l'habilles les chaumières, c'est pas possible. Il faut que je m'y prenne autrement. Rémi, tu m'aimes? Je ne peux pas te répondre. Pourquoi? Si je te dis non, tu vas grincer, tu vas pincer, tu vas pleurer. Et si je te dis oui, les autres vont se moquer de moi. Mais il faut que je sache. Tu dois deviner. Comment? On se parle de tout et de rien, on décline, déclame, découvre ce que l'autre plie, lance, pense. Et de quoi discuter?
Demande-moi si je vais bien. Tu vas bien? Oui, un peu. Et ça signifie que tu m'aimes ou pas? Tu dois deviner. C'est trop difficile. Je pensais qu'avec toi, je pourrais m'entraîner à discuter avec Rémi, lui confier ce que je n'ose pas, lui faire avouer ses secrets. Mais c'est encore plus compliqué que lorsque je ne lui adresse pas la parole. Les discours de Rosemary. Les froideurs de l'automne enveloppent la ville grise, entourent les immeubles et les arbres d'un voile de bruine glacée, recouvrent toutes mes espérances d'un manteau de tristesse. Tous les matins, je grimpe cette colline qui me conduit à l'école et j'avance dans le brouillard. Je sens sous mes pieds les grondements terribles des profondeurs de la terre, la colère des puissances infernales du chaos, des échos de haine qui résonnent en moi, montent par mes jambes jusqu'à mes cheveux, me saisissent le cœur et me pétrifient de stupeur. Ce sont les bouillonnements de la lave emprisonnée qui voudraient sortir, craquer la carapace qui la retient et jaillir en gerbes de feu, exploser en volcan de fureur, avaler la ville, la dévorer, la détruire, la transformer en brasier, l'ensevelir sous des torrents de métal en fusion, l'écraser sous un déluge de pierres et de poussière jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et avec elle, l'école disparue, les élèves transformés en fantômes, la maîtresse évaporée et Géraldine désintégrée dans des hurlements de terreur et d'effroi. Pourquoi se tient-elle sans cesse sous mon nez avec ce rictus de mépris, cette face grimaçante de méchanceté? Pourquoi veut-elle encore m'abaisser et m'écraser et m'humilier devant toute la classe? Je ne peux pas résister. Les forces de la colère et de la vengeance montent en moi. Est-ce que je dois encore me taire? Est-ce que je ne suis pas capable, moi aussi, de parler et de crier? Est-ce que je peux encore rester dans le silence et sourire bêtement devant l'injustice? Je sens les mots s'élever en moi. Je les ai trop longtemps retenus. Ils débordent de ma bouche, de mes mains, de mon ventre, de mes fesses. Ils s'échappent de moi comme des flèches meurtrières, explosent dans le matin comme les fleurs venimeuses d'un feu d'artifice rougeoyant. Parler ou ne pas parler? Il le faut, je le dois, je vais surmonter toutes mes peurs, je vais oublier toutes ces années de silence, ces longs mois à supporter le rire des autres, à les écouter sans réagir, à subir leurs plaisanteries stupides. Je vais laisser les mots sortir de moi, je vais ouvrir le fond de mon cœur, je vais affronter Géraldine malgré ma timidité, me dresser en face d'elle et la regarder dans les yeux, lui dire ses 4 vérités, convaincre les autres, les séduire, les enchaîner dans les filins de mes discours, les enferrer dans les filets de mes phrases. Oui, je vais battre Géraldine, je vais faire campagne contre elle, je vais sortir de moi, je vais parler, crier, coasser, hurler et par ma voix démolir les murs de prison qui m'écrasent, sortir dans la lumière aveuglante du combat et broyer mon ennemi, oui, la terrasser, l'humilier, l'atomiser. Jamais Géraldine ne sera déléguée de notre classe. J'en fais le serment. Rosemary et Hubert devenus son conseiller en communication. Je ne comprends pas ce que la maîtresse trouve à redire à ce tract. Géraldine est... Bip. Oui, Géraldine est la plus bip de la classe. C'est même pas un gros mot. C'est pas une insulte. C'est pas très méchant. Mais en plus, c'est vrai. Elle a interdit toute allusion aux défauts physiques de l'adversaire, toute phrase qui évoquerait ses parents, sa famille, son petit frère, ses habits. De quoi on va parler alors? On n'a même pas le droit d'évoquer Rémi. Mais quel rapport? On s'en fiche, on disait rien. Oui, mais si plus tard on a besoin d'en parler, on sera embêté. Vous devez faire campagne en vous respectant, elle répétait. Vous devez cultiver la courtoisie. C'est quoi? Quand tu détestes quelqu'un et que tu lui fais des grands sourires. D'un seul coup, elle s'est énervée, elle est devenue toute rouge, j'ai cru qu'elle allait s'étouffer. Si ça continue comme ça, j'interdis cette campagne de délégués de classe. J'y comprends rien, moi je m'en fiche. Bip. Ah oui, je m'en bip de cette campagne. C'est elle qui a lancé l'idée pour souder le groupe classe, elle disait. Non mais de quel droit elle peut interdire? C'est trop fort. Elle veut qu'on fasse campagne et aussitôt elle interdit qu'on fasse campagne.
Il y a 2 semaines, elle voulait absolument que je m'exprime en classe, m'obliger à venir au tableau, n'arrêtait pas de m'interroger. Maintenant que j'ouvre la bouche, elle me hurle de me taire. Qu'est-ce qu'elle désire à la fin? Trop ou pas assez parler, qui décide? Quand on ne dit rien, ça ne va pas, et quand on desserre les dents, c'est pire. Il faudrait déclamer en silence et chuchoter à voix haute. Pendant mon discours, j'ai croisé son regard. Elle souriait, semblait contente de m'écouter. Et maintenant, elle me dévisage ahuri comme si j'étais un monstre. Les adultes décident toujours de tout, ce qu'on doit lire, ce qu'on doit dire. Ils changent d'avis toutes les 5 minutes, affirment le contraire de ce qu'ils font l'inverse de ce qu'ils obligent à être. Et pour finir, ça nous retombe toujours dessus. Il y en a bip de bip. Alors, on renonce? On continue. Et on va être plus malin. Plus de méchanceté sur Géraldine ou sur Thomas, que des propos insignifiants, des allusions délicates, même des compliments, mais tournés de telle façon que ce soit pire. Il faut faire rire les autres. Rosemary, tu es géniale. Par exemple, on va laisser courir le bruit que Géraldine est amoureuse de Rémi. Oh, ça, c'est pas très crédible. Mais justement, non seulement on met en avant sa ridicule sensiblerie, presque de la niaiserie, et on va en rajouter, tu peux me croire, des flots de gentillesse sur sa délicatesse, sa si jolie fragilité. Les autres pleureront de rire qu'elle puisse s'humilier à ce point en étant amoureuse. Mais en plus, on montre sa bêtise. Bip. On montre sa bip d'imaginer que Rémi pourrait tomber amoureux d'elle. C'est démoniaque. Je sais. C'est absolument dégoûtant de bassesse. Merci. Ah, tu es de plus en plus ignoble. Ça me fascine, un vrai serpent venimeux. C'est gentil de me dire ça. Ah, je le pense. Ça me fascine et ça me fait peur. J'ai des frissons. Et puisque la maîtresse interdit, on va se cacher encore davantage. On pourrait créer un parti secret avec plein d'espions. Il pourrait y avoir des cellules dormantes, un journal clandestin, une langue mystérieuse où on pourrait raconter tout ce qu'on veut. Il nous faudrait aussi des grands avec nous pour si on a envie d'une expédition punitive. On pourrait même enlever Thomas. Ah, tu plaisantes. J'ai l'air. Mais Je suis vraiment monstrueuse. c'est une mauvaise idée. Ça pourrait se retourner contre toi. Imagine qu'on échoue et que la maîtresse découvre que c'est nous. C'est bip pour l'élection. Et pire, même si ça réussit, ça fera de lui un martyr. Les autres vont tout à coup le trouver sympathique, lui découvrir toutes sortes de qualités. Ah, tu as raison. Tu es un bon conseiller. Je reconnais, j'allais commettre une erreur. Non, il faudrait l'éliminer. L'éliminer? Put! Disparu! Plus rien! L'effacer de la mémoire des autres! Le dissoudre dans un bain d'acide. Quoi? Bain d'acide, ce n'est pas interdit? Le dissoudre. Mais avant, raconter sur lui les pires horreurs. Comment faire? Je t'envie, tu es chaque jour un peu plus méchante. Tu te demandes jusqu'où cela pourrait aller? Jusqu'à la victoire! Elle seule importe! Et la victoire me couvrira de bonté, elle me rendra gentille, douce, belle. Avec elle, je disperserai autour de moi des rayons de grâce. Les autres seront transfigurés par ma délicatesse. Sous mes pieds, le bitume sera plus lumineux. Les poignées de porte effleurées par mes doigts se transformeront en lampes dans la nuit. Tu écris trop de discours, ça te monte à la tête. Celui de mon milieu de campagne, où j'explose Géraldine, je n'ai pas terminé. Vite, j'ai encore du travail ce soir. Réfléchis au nouveau tract en sucrerie empoisonnée. Tiens, une page du cahier de Géraldine que j'ai arraché. Il faudrait trouver quelqu'un qui imite son écriture, fabriquer une fausse lettre d'amour. Et demande à Rémi ce qu'il pense du parti secret et s'il se sent capable d'en prendre la tête. Deuxième discours. Chère maîtresse, chers camarades, table, chaise, pupitre et l'univers. Qu'est-ce qu'une déléguée de classe? C'est une élève exceptionnelle, tant les charges et responsabilités qui pèsent sur ses épaules sont énormes. Mais c'est aussi une élève normale. Pourquoi? Parce que ces mêmes responsabilités ne doivent pas la placer au-dessus de ses camarades. Pourquoi? Parce que c'est elle qui se met au service des autres et non les autres qui devraient lui obéir comme des esclaves soumis. Pourquoi?
Parce que c'est moche d'obéir bêtement à quelqu'un, de s'abaisser et de se traîner par terre comme un ver de terre. Pourquoi? Parce que les vers de terre n'ont pas de cerveau. Et que c'est grâce à notre cerveau que nous pouvons marcher et courir dans la cour de récréation. Bien sûr, il nous faut aussi des jambes et des pieds. Mais qu'est-ce qui les commande et leur demande d'obéir? C'est notre tête. Et sans elle, on serait condamné à ramper et à rouler sur le sol comme des limaces ou des escargots. Les élèves de notre classe ne sont pas des escargots. Ils sont des animaux comme les autres, avec des mains, des oreilles, des dents, des cahiers et des stylos. Une déléguée doit être le capitaine du navire de notre classe qui monte au mât de la victoire dans la tempête. La chaise roulante de notre chère maîtresse qui la seconde et l'accompagne dans la banquise glacée du programme. La planche à roulettes de chaque élève qui lui permet de dévaler les pentes du savoir jusqu'au bon point de la reconnaissance. Une déléguée est l'unité de la classe, le ciel qui permet à chacun de briller telle une étoile qui partage l'aide de sa lumière dans l'ensemble de nos différences. Car l'unité est justement l'aide de la déléguée qu'ensemble nous pouvons partager dans nos différences comme une étoile scintille dans le ciel de la classe. C'est pour cela que notre classe doit être une étoile, pour montrer à tous que nos différences partagent l'aide du don qui brille dans le ciel de l'unité grâce à sa déléguée. Mais nos différences sont aussi la racine de l'aide que la classe doit permettre dans le ciel du don et que la déléguée, telle une étoile, met ensemble dans l'unité du partage. Dès lors, l'unité d'une étoile et le partage des différences dans la lumière de la classe qui aide sa déléguée à mettre ensemble nos dons dans le ciel de l'aide. Bravo! Rosemary, déléguée! C'est pour toutes ces raisons que je vous demande de voter pour moi. Oui. Vive la classe, vive l'école, Bravo. vive l'univers. Troisième partie, Rémi. Le journal de Grosse Patate. Déjà une semaine d'école et je suis épuisé. Tous ces devoirs sans arrêt. Et puis tout le monde m'embête et se moque de moi. Heureusement, il y a Rémi. Rémi, c'est un drôle. À l'école, les garçons l'appellent Rémilette. C'est le plus petit de la classe. J'adore lui donner des baffes. Ça me détend. Je le coince contre un mur et hop, une claque. Il ne sait pas se défendre. Une fois, il est allé se plaindre à la maîtresse. Mais j'ai raconté que c'est lui qui avait commencé en me traitant de grosse patate. Bien sûr, ce n'était pas vrai. La maîtresse était très ennuyée, elle ne savait plus qui punir. Depuis ce jour, je peux battre Rémi comme bon me semble. J'adore le battre. Ça me détend quand les autres m'ont embêté. Bon, de toute façon, tout le monde le bat. Il pleure comme une fille. Ils ont inventé un jeu à l'école, c'est la chasse à Rémi. On court derrière lui en criant « Ouh la fille !» C'est super drôle. Il ne faut pas se faire attraper par la maîtresse, sinon ça barde. Quand on fait la chasse à Rémi, je suis heureuse. Les autres rient avec moi, me parlent gentiment. On est vraiment amis alors. Rémi, il ne joue jamais avec le garçon. Au foot, il est encore plus nul que moi. Personne ne veut lui dans son équipe. Bon, des fois, pour faire plaisir à la maîtresse, on le met dans les buts. Mais c'est une vraie passoire. Au point qu'on l'appelle court toujours, parce qu'il passe le match à courir derrière le ballon sans jamais le toucher. Rémi et moi, nous sommes amis. Et il pleurait dans un coin de la cour de récréation quand j'ai eu une soudaine et terrible envie d'être gentille avec lui. « Qu'est-ce que tu as ?» je lui dis. « Laisse-moi, si c'est pour me mettre une claque, c'est pas la peine. » Il me répond. « Non, là, j'ai pris une résolution et là, je suis pas énervé. »« C'est parce que tout le monde t'appelle Rémilette ?»« Oui. »« Mais pourquoi tu veux toujours jouer à la poupée ? C'est ta faute aussi. Et le foot ? Tu n'as qu'à jouer au foot. Et si quelqu'un t'embête, tu lui mets une baffe et tu verras, on ne t'appellera plus Rémilette. » Rémi a mis en pratique tout ce que je lui ai appris. Hubert n'ose plus s'approcher depuis que Rémi lui a sauté dessus par surprise.
Au foot, il est toujours aussi nul. Mais il court sur le terrain avec tellement d'assurance que plus personne ne se moque de lui. Rémi m'a confié aujourd'hui qu'il était amoureux de Hubert. Je lui ai rétorqué que ce n'était pas possible parce que c'était un garçon et que de toute façon, c'était moi qui risquais d'être amoureuse de Hubert. En fait, je ne sais plus. Hubert, c'est un crâneur. J'ai demandé à papa si c'était possible que Rémi soit amoureux de Hubert. Il m'a regardé étonné, puis a répliqué qu'on était trop petit pour être amoureux. C'est toujours comme ça avec les parents. Quand on leur pose de vraies questions, ils répondent n'importe quoi. Bonne nuit, la lune. Bonjour, mes rêves. Grosse patate, est-ce que tu dors? Oui. Tu rêves? Oh oui. À quoi rêves-tu? Je rêve que Rémi a une ombre de petite fille. Mais pourquoi Rémi se promène-t-il avec une ombre de fille? C'est peut-être à force de l'appeler Rémilette. En tout cas, Rémi n'est pas content. Il court dans les rues de la ville pour la perdre. Il la piétine, il la bat. Mais l'ombre, agrippée à ses souliers, l'observe avec ses soquettes, son sac à main et ses tresses. Bon, maintenant, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas toi, moi. Je suis un garçon. Toi, tu es une fille. Va jouer avec d'autres. Tu n'as rien à voir avec moi. Pars. Mais l'ombre lui répond, est-ce que je ne suis pas belle? Joue avec moi, apprivoise-moi. Tu es différent, c'est pour ça que je t'aime bien. Rémi réfléchit. Qu'est-ce que je suis, moi? Une fille? Un garçon? Est-ce qu'on ne peut pas être les deux à la fois, si on veut? On a le droit. Alors Rémi joue à la marelle avec cette petite fille accrochée à ses pieds. Il virevolte avec elle, danse une polka, et puis s'endort. Je repense à mon problème de mathématiques. Les tomates avec les tomates, les bananes avec les bananes, chaque chose à sa place, avec son étiquette bien à elle. La vie, ce n'est pas comme les mathématiques. Les cahiers de Rémi. Rémi l'ami. Je peux prendre ta main dans la mienne? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Voilà. Ça a commencé comme ça, exactement comme ça. Je ne suis pas sûr. Je n'aurais jamais osé te demander une chose pareille. Oui, tu as raison. Alors c'était peut-être plutôt... Je peux venir m'asseoir à côté de toi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Voilà, c'était ça. Venir à côté de moi. Et là, j'ai répondu quelque chose. Ma tête avait explosé, j'étais incapable de la moindre idée, mais je me suis obligé à répliquer quelque chose. Je peux venir m'asseoir à côté de toi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. Ah bon? Il a juste murmuré « Ah bon ?» Je savais que c'était ridicule, je n'attendais que cette parole, je t'aime, mais il m'a pris au dépourvu. On ne lance pas ce genre de phrase sans prévenir avant. Comment aurais-je dû m'y prendre? Je me suis jeté à l'eau sans réfléchir. Des semaines que j'essayais de lui faire comprendre. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Qu'il m'aimait d'amour? Je voulais dire non, je ne l'aimais pas d'amour, pas me marier avec lui ou un truc comme ça, non. Mais je l'aimais lui seul. J'aimais être à côté de lui au cinéma, sentir son coude sur ma peau, ou quand son genou frôlait le mien. C'était trop soudain, trop inattendu, je n'avais rien prévu pour ce cas-là. J'aurais dû lui hurler « Moi aussi, je t'aime ». Depuis des semaines, des mois, je t'aime en silence et je ne sais pas comment faire. J'aime me pencher au-dessus de toi et lire par-dessus ton épaule, m'imprégner de ton odeur. J'aime te regarder sourire ou faire la moue quand tu ne comprends pas une leçon. Je t'aime et je voudrais te prendre dans mes bras, caresser tes cheveux, embrasser tes cils. Mais il a juste murmuré « Ah bon ?» Oui. Nous avons continué nos exercices de maths. Chaque soir, après la classe, nous nous retrouvions pour faire nos devoirs. C'était chez lui parce que les siens ne rentraient que tard après leur boulot. Chaque soir, le même cérémonial. Sauf ce jour-là, où il m'a demandé « Je peux venir m'asseoir à côté de toi? Pourquoi? Parce que moi, je t'aime. » Ah bon? Et c'est tout.
Je n'ai rien pu dire d'autre. Nous avons continué de travailler en silence. Fin de ma première déclaration d'amour. 4 phrases. Nous n'en avons jamais reparlé. Fin de mon premier couac sentimental. 4e partie. Grosse patate. Discours à la lune. Je suis seul. Hubert n'est pas amoureux de moi. Rémi m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Rosemary est jalouse. J'erre dans les rues. La nuit est douce, j'entends le bourdonnement de la ville. Et toi, la lune, est-ce que tu es aussi seule que moi? Grosse boule blanche, muette et ridicule, qu'as-tu à nous dire? Grosse patate, toujours pareil, toujours la même histoire. La laideur me veut, m'enveloppe, m'appelle. Viens, grosse patate, viens à moi. Tu seras moche et ta mocheté te protégera des autres. Tu seras seul et on te regardera en souriant. Monstre, un monstre parle à la lune. Je veux être moche, encore plus moche, toujours plus moche, être la plus moche des plus moches. Je voudrais m'enterrer, disparaître, ne plus être rien, rejoindre maman. À quoi ça sert tout ça? Je ne veux plus grandir, je ne veux plus grossir, je ne veux plus être moi, je ne veux plus rien, être du vent. Dis-moi, la lune, pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens sont cruels? Pourquoi les gens sont oublieux? Ça ne sert à rien tout ça. Je parle. Mais est-ce que tu m'écoutes? Parler à la lune, ça change quoi? Peut-être que c'est bien que tu ne puisses pas répondre. Peut-être que c'est bien que tu sois là, simplement, silencieuse, et que tu me regardes bêtement. Peut-être que ça suffit de parler. Je me sens légère maintenant. Je continuerai de parler et nous serons tous légers. Et un jour, ce sera bien d'être quelqu'un, même une grosse patate. Il fait froid, la nuit m'enveloppe. Papa va s'inquiéter. Bonne nuit, la lune. Je rentre me coucher. Séparation. Rosemary. Je suis une autre déjà, j'ai tellement changé et je ne me suis rendu compte de rien. Oui, tu n'as plus besoin de moi. J'aimerais bien revenir en arrière et en même temps je suis pressé de voir la suite. C'est rien, c'est beau, c'est bien. Je ne veux plus rester dans ma tête, je veux discuter avec mes copines, je veux apprendre les tours et les pirouettes, voyager, tomber amoureuse, découvrir le monde. Oh, ça me fait pleurer, ça me fait désir, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que le temps s'accélère, que je me sens grandir de seconde en seconde. C'est normal. Est-ce que toi aussi tu me trouves transformé? Oui, Et tu n'es pas content? je suis très heureux. Alors quoi? Je dois m'en aller. Il faut se dire au revoir. Déjà? Oui, c'est le moment. Si un jour j'avais besoin de toi, je pourrais t'appeler? Oh, bah, bien sûr. Bon. Alors, Ne dis rien. Écoute plutôt. Moi aussi, je peux parler en dansant. oui, tu as raison. J'espère bien que tu reviendras. Je suis triste aussi, mais il ne faut pas. Bon, alors, Attends, j'ai quelque chose pour toi. un câlin, un cadeau? Presque, regarde. Je schrela pas, je ne, ce chant. Je schretingala, je ne, je la. Je schrepala, je ne, je schrenetais. Je ne, je sachant. Je ne, je t'ai, ne sais, je ne, je schretingala. Je vais, ne sais, je peux, sachant qui je suis. C'est gentil. Je me souviendrai toujours de ce poème, je me souviendrai toujours de toi. Tu bavardes, tu divagues, tu blagues tout le temps. Mais je t'aime bien. Je t'aime bien aussi. Chemin ensoleillé. Là-bas, au loin, c'est le petit bois. On allait s'y amuser avec mes copines. C'est du passé, tout ça. De l'autre côté, c'est mon école. Je n'y vais plus en sautant entre les fentes du goudron. Ça ne m'amuse plus. Au-dessus de moi, il y a les étoiles. On ne les voit pas parce que c'est le jour et qu'il fait très beau, mais elles sont là, paisibles, à attendre le retour de la nuit.
Je suis debout, face aux étoiles, j'existe et le monde me paraît tout neuf. Il fait beau aujourd'hui. Mon ombre court sur le sol et le soleil m'accompagne. Je vais rejoindre Rémi chez lui à l'autre bout de la ville. Bientôt, ce sera les grandes vacances. Je vais partir à la mer, me faire encore d'autres amis. Je pense déjà à tous ceux que je vais rencontrer. Zénith d'été, pépiment des enfants buissonniers. Mon ombre court sur le sol et le soleil m'accompagne. Derrière, j'aperçois encore le petit bois. Là-bas, on entend, on devine la ville. Au-dessus de moi, le ciel se prélasse et tout au loin, partout, il y a les étoiles. Voilà. Est-ce que c'est réel l'histoire? Alors, laquelle? Enfin, l'histoire. La première. Toute l'histoire. Toute l'histoire. Parce qu'en fait, là, c'est vrai que ça doit être un petit peu étrange, parce que c'est plein d'histoires, en fait. Là, il y a six livres, en fait, qui ont 5, il n'y en a que 5, parce que on n'a pas mis de scène des ombres de Rémi. Mais en fait, autour de ces 4 personnages, que sont Grosse Patate, Rosemary, Hubert et Rémi, en fait, pour le moment, j'ai écrit 6 textes. Il y a 6 textes qui ont été publiés et il m'en reste 2 à écrire. Il y en aura un sur Hubert, les lettres de Hubert, et puis ensuite un dernier autour de Grosse Patate à nouveau et des 4. Mais donc il y a 6 histoires là qui sont un peu, 5 en tout cas, qui sont traversées. Alors après, sur le rapport au réel, à ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, j'ai envie de dire que d'une certaine façon, tout est faux. Parce qu'évidemment, on n'écrit jamais vraiment complètement avec des souvenirs ou avec des choses intimes, personnelles. Enfin, si, on écrit avec des choses intimes, personnelles, mais je veux dire, c'est jamais, on met jamais ça tel que ça s'est réellement passé. C'est plus ou moins transformé, ça bouge, etc. Donc au final, tout est faux. D'une certaine façon, je suis un peu Grosse Patate. En même temps, bon, je ne suis pas complètement Grosse Patate quand même. Donc il y a des choses très intimes dans ce personnage de Grosse Patate, des souvenirs de camarades, etc. Et puis des souvenirs à moi. Mais en même temps, tout a été transformé en fonction de l'histoire que j'avais envie de raconter. Pareil, sûrement que je suis un peu Hubert aussi. Mais enfin, quand même, je ne passe plus tout mon temps devant mon miroir. Il m'arrive de faire d'autres choses dans la vie. Et donc voilà, tout est un peu vrai et en même temps, rien ne l'est complètement. Et je pense qu'il y a tous les auteurs, c'est très rare la vraie autobiographie. Et puis moi, de toute façon, je n'écris pas comme ça en fait. Je pars rarement de choses vécues pour écrire sur un projet, c'est plutôt l'inverse. J'ai un projet d'écriture. En me posant des questions sur une thématique précise, avec des contraintes, une structure, avec voilà, je passe beaucoup de temps à faire des plans, etc. Donc je fais tout ce travail-là qui est finalement un travail, entre guillemets, une préparation qui est un peu formelle, d'une certaine façon, peut-être un peu abstraite, et puis beaucoup de questionnements sur des thèmes précis, que ce soit le narcissisme, l'identité, la construction de l'identité, toutes ces questions-là. Voilà, et je fais des structures. Et après, je commence à remplir, je dirais, cette espèce de structure un peu abstraite et un peu froide et glacée. Et donc, je mets de la chair et je mets des choses intimes, mais voilà, je prends ce qui m'intéresse. Et donc, ça peut être un souvenir de quand j'ai 10 ans, une histoire qu'une copine m'a racontée quand elle en avait 30, et un truc qui m'est arrivé 3 jours plus tôt, et qui en même temps résonne avec ce dont j'ai envie de parler. Donc c'est pour ça que le rapport que j'ai à l'autobiographie, il n'est pas du tout simple. Donc voilà, c'est pour ça que d'une certaine façon, j'ai envie de dire, tout est faux, même s'il y a beaucoup de choses intimes et personnelles dans ces textes. Est-ce que ça répond bien? Oui. C'est une réponse longue, mais en même temps, c'est une question très complexe, le rapport à l'autobiographie, d'où on écrit. J'essaye de dire, je pense moi, j'essaye d'écrire par bouffée d'enfance. Voilà.
par bouffée d'enfance à partir d'une chose que j'ai essayé de penser. Et puis après, voilà, il y a des choses qui ressurgissent de l'enfance et qui alimentent l'écriture. Mais voilà, ce qui alimente l'écriture, d'une certaine façon, c'est au service d'un projet d'écriture assez pensé. Voilà, c'est pas du tout de l'autobiographie, du tout. Et c'est assez drôle, d'ailleurs, parce qu'il se trouve que je travaille avec un autre auteur qui s'appelle Joël Joanneau en ce moment, et qui a écrit un texte qui s'appelle L'enfant caché dans l'encrier. Et la naissance de ce texte, c'est vraiment en écrivant que d'un seul coup, il s'est souvenu d'un souvenir d'enfance très, très, très profond, très caché, dont il ne se souvenait plus vraiment très, très bien. Et c'est à mesure qu'il écrivait que le souvenir a commencé à ressurgir. Et toute la pièce, c'est une espèce de, comme ça, de faire ressurgir du passé des bribes de souvenirs qui, d'un seul coup, ne seraient probablement jamais remontés sans l'écriture. Comme si c'était l'écriture qui reconstruisait l'enfance. C'est pour ça qu'on vous posait la question. Bien sûr. On a tous ressenti des choses qu'on a pu vivre. Ah bah, ça me touche beaucoup parce que je pense que oui, mais je pense que c'est important effectivement que ce soit alimenté avec quelque chose avec l'intime, Alors c'est pas l'intime. Après, ce que j'essaye de faire attention quand j'écris, j'essaye de faire attention à ce que cet intime ne soit pas forcément un intime personnel. Ce que j'essaye de raconter, c'est ce que j'appelle un intime impersonnel, ce qui est un peu une formule paradoxale ou même contradictoire, mais c'est-à-dire un intime où je me dis, oui, ça je l'ai vécu, je l'ai traversé, bon, à l'occasion de telle ou telle circonstance qui m'est propre, mais ça n'a aucune importance finalement, cette circonstance. Par contre, ce que j'ai ressenti, je suis intimement convaincu que tout le monde l'a ressenti. Et donc c'est hyper intime, et en même temps, c'est pas que mon intime à moi, c'est un intime impersonnel qui nous est commun. C'est universel. Oui, universel, j'espère, mais enfin, ouais, en tout cas, voilà, je pense qu'on l'a tous plus ou moins traversé à un degré plus ou moins important, mais enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que je suis très sensible à essayer de me souvenir de ça et de raconter ça. Ben, merci à vous. Oui, bien sûr. Ce qui est bien, très bien rendu, parce que moi, c'est des souvenirs très anciens, mais ça m'a quand même rappelé la frénésie de l'élection du délégué de classe. C'est plus vu du côté fille que du côté garçon. Ah oui. Oui, parce que les filles, ça leur prend plus la tête que les garçons. Oui, mais c'est vrai. Mais ceci dit, c'est vrai. Il y a beaucoup de délégués filles, c'est vrai, qui sont très, très... Ouais. Moi aussi, j'ai souvenir de ça, ouais. Mais oui. 25 Oui. heures, ouais, vraiment, c'est... Ah oui. Vraiment. Ah, et puis la parole, le fait de convaincre, Ouais, de l'engagement, le Ouais. côté militant. Ah ouais. C'est très bien rendu. Bon, bah, très bien. Ça devait être mon côté féminin à l'époque parce que j'étais très, moi aussi, passionné par les élections. Et Vincent, vos dessins évoluent au fur et à mesure des lectures. Il y a des Alors, choses qui... il y a des choses qui reviennent par rapport au sens de ce qu'on lit. Mais comme moi, je pars toujours de tâches et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est-à-dire que quand je commence à chaque fois, je ne sais pas du tout. Je fais des griffures, voilà. Et le fusain est un outil très très simple, mais très riche, extrêmement riche. Et donc à chaque fois, quand même, je sais que là, je vais chercher Rosemary, mais ça ne sera jamais le même. Ça bougera tout le temps. Et puis c'est au fur et à mesure aussi, c'est ce que j'entends. Ça peut venir influencer. Il y a des choses, par contre, par exemple sur Rosemary, sur la colère de Rosemary qui se réveille. Celui-là, il revient, mais il change à chaque fois, pareil. Donc, j'ai envie de dire, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est constant et en même temps, ça va évoluer, ça va bouger. Je vais peut-être avoir envie de faire autre chose. Mais voilà, ça, c'est le premier fil. Et vous les gardez depuis... Alors, hier, je les ai tous donnés aux gens. Ah, vous les avez tous donnés. Bah oui, parce que voilà, c'est bien, ou alors pour la médiathèque, ou voilà. Non, je les veux pas, je peux les garder, mais... Je posais la question, est-ce qu'on a le droit de photographier pour garder... Ah bah oui. Voilà, Ah bah bien sûr. une image globale. Voilà, c'est pour Ah ça. bah oui, Je sais que bah oui. on a des amateurs. Par contre, ce qui est fabuleux, moi j'ai eu l'occasion de voir Dominique jouer il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert dans L'enfant caché dans l'encrier. Et je me suis dit, ah oui, il joue comme ça ce gars-là. Et je connaissais bien ton écriture. Et là, voir Vincent
cette animalité dans le geste, Ah oui, c'est un écho avec ton écriture. Je trouve que c'est super, ces deux-là ensemble. Ah oui, oui. On sent le geste, comment tu vas puiser les mots et comment le mot, il est corporel aussi. Il y a du corps dans ta langue, je veux dire, dans ce que tu écris. Hein? Dans la lecture aussi. Ah oui, c'est drôle. Extrêmement magique. Et c'est chouette de voir le fil qui tremble. Tout qui s'écroule. C'était formidable ce moment-là parce que de la salle, je ne sais pas si vous l'avez senti. Ah, mais- Ah oui, tout à fait. C'est vrai. On n'aurait jamais réussi à avoir Et c'est pas tombé. Et c'est pas Et c'est c'est même pas tombé, non. Ça tient là, ça tient comme par miracle. Alors, d'autres questions peut-être. Ah, pardon. Dans l'écriture, pourquoi la forme théâtrale? Pourquoi voilà, est-ce que la poésie, le roman? Alors, c'est vrai que je suis venu à l'écriture et même je suis venu à la lecture par le théâtre, par les textes de théâtre. J'étais pas un grand lecteur, moi, quand j'étais gamin. Pour des raisons de milieu social, voilà, il y avait des livres à la maison, mais qui étaient plus décoratifs qu'autre chose. Et finalement, moi, je lisais très très peu. Et c'est vraiment le hasard des rencontres. Et puis surtout, le moment où un copain m'a dit « Allez, viens faire du théâtre avec nous ». Et j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'ai commencé vraiment à lire et à prendre du plaisir à lire. Et je suis devenu un vrai lecteur par le théâtre. Donc j'ai un rapport très affectif aux textes de théâtre, qui sont des textes qu'on peut lire, qu'on doit lire, et voilà, sans vouloir les monter, sans penser au spectacle, mais c'est des vrais textes, c'est de la littérature, le théâtre. Et j'aime cette écriture dialoguée, à la fois courte, condensée, parce qu'il y a quelque chose de très ramassé, qui peut faire penser à certains moments, enfin il y a un lien très fort avec la poésie, ce rapport à la parole essentielle et au ramasser de la parole qui est nécessaire au théâtre. Donc voilà, donc j'ai ce rapport-là. Voilà, alors après, finalement, je suis devenu comédien, et donc évidemment, le passage à l'écriture, ça s'est fait par le texte de théâtre. Après, avec Vincent, on a fait il y a quelques années quelque chose qui était rigolo, c'est que d'habitude, c'est moi qui écris, et puis Vincent, alors soit je lui chie des dessins qu'il a fait dans son coin, ce qui s'est passé avec Grosse Patate, soit il dessine par rapport à un texte que j'ai écrit. Et puis une fois, il avait fait une série de 18 dessins, et puis il m'a dit, ah bah tiens, j'aimerais bien qu'il y ait des mots avec, qu'il y ait du texte. Hein. Dans l'autre sens, quoi. Voilà. Son imaginaire par rapport à ça. Et j'ai écrit un texte, enfin, voilà, quelque chose qui n'est pas du théâtre, là, pour le coup. Et puis, il se trouve que le hasard des rencontres a fait qu'un éditeur d'une toute petite maison d'édition de poésie, on s'est croisés, il nous a demandé ce qu'on faisait, est-ce qu'il y avait d'autres textes que des textes de théâtre, et on lui a parlé de ce texte-là, on lui a envoyé, et ce texte va être publié à la fin de l'année. Et donc on est très très heureux, enfin moi je suis très, enfin on est très heureux de ce ça a du livre, sens, ça prend et du je suis sens. très heureux aussi de faire autre chose que, enfin c'est pas, je sais pas comment le dire, voilà, enfin c'est autre chose, voilà, donc mais peut-être que c'est les seuls textes que je peux écrire à part du théâtre, c'est peut-être effectivement. Alors, je ne sais pas si le mot poésie, c'est un mot un peu tarte à la crème, un peu bizarre, mais enfin, voilà, un texte. C'est de la poésie pour moi. De toute façon, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un texte narratif, ce n'est pas un texte. Bon, oui, oui, absolument, Oui, ça pourrait devenir oui. aussi du théâtre. Mais disons que voilà, dans la forme telle qu'il est aujourd'hui, avec l'écho des dessins, c'est pareil, un texte très 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 court et très ramassé, il y a très peu de choses. Mais voilà, c'est plus de la poésie. Voilà. Donc je sors un tout petit peu un doigt de pied en dehors du théâtre. Et comment s'appelle l'éditeur? Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le livre? Alors le titre, ça va être Kidam. Kidam. Au début, c'était Bonhomme, et puis après beaucoup de discussions, on s'est dit que finalement, c'était peut-être plus. Alors c'est moins enfantin évidemment que Bonhomme, mais Kidam, ça a plus de résonance, de sens, voilà. Quid am. Et au départ, les 18 dessins, c'était, enfin, je sais pas, il y a un lien entre ces 18 dessins? Oui. Ah oui, oui. Oui, c'est-à-dire moi j'ai justement Kidam, ou Bonhomme, c'était une toute petite figure qui se balade dans des énormes taches d'encre.
Et cette figure, elle est soit dans l'air, soit en dessous, soit elle marche, soit voilà. Mais il y a comme on ne sait pas du tout. Et moi, je les avais mis dans un certain sens. Et toi, tu les as mis dans un autre sens, d'ailleurs. J'ai changé un petit peu, mais un tout petit peu. Mais elle était autonome. Mais en même temps, moi, ça m'intéressait de voir comment Dominique, comment l'écriture, comment le dessin pouvait, qu'est-ce qui se passait, quoi. Et, Le texte qui vient illustrer les dessins. c'est ça. Ah oui, accompagné, moi je dirais. c'est Parce ça, que, ouais. ah ouais, Oui, c'est oui. vraiment un accompagnement. Oui, Ouais. voilà, c'est Ouais, ça. c'est un D'habitude, les accompagnement. dessins, entre guillemets, illustrent, même si c'est pas vraiment ce que fait Vincent, mais Ils enfin, accompagnent. ouais, c'est dans ce sens-là d'habitude. Et là, le fait d'être dans l'autre sens, ben, c'est ça, c'était aussi l'idée que les deux résonnent. Comment faire que ça résonne, et c'est pas forcément parce que le texte est là que on peut faire résonner dans l'autre sens, quoi. Voilà. Mm. C'était ça un peu l'idée. Donc on est très content, très impatient de voir le livre. Parce qu'en plus, c'est ça aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les livres, l'objet livre. Je trouve que c'est un tellement, même si c'est des petites collections de rien du tout, mais c'est quand même un bel objet. Et de voir des textes et des dessins en vis-à-vis comme ça, voilà. Je suis impatient de voir ce que ça va faire comme objet. Comment elle est née l'idée d'associer la lecture avec le dessin comme ça? Alors, comment c'est né Comment c'est parti Il y a une demande des éditions théâtrales ou... Ah, mais ceci dit, alors, c'est... Ouais. Alors, Oui, bah depuis, Ça, depuis Grosse Patate. Hein. oui, dès le fait qu'il y ait des dessins dans tous mes Ah textes, oui, ça c'était. ça naît avec Grosse Patate. Alors, en fait, Là, vous avez- Il y en a déjà là dans Grosse Patate. Dans Grosse Patate, c'est Plutôt la tâche. C'est la tâche, là, c'est des tâches. ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après avoir écrit le journal de Grosse Patate, avec Vincent, on s'était dit ce qui serait rigolo de faire comme ça, parce qu'on savait pas, je savais pas du tout qu'est-ce que ça pouvait devenir, le journal de Grosse Patate. Et j'imaginais pas qu'une maison d'édition de théâtre le publie, parce que je sais pas, ça me paraissait trop court, trop. Puis il y avait pas trop de collections jeunesse à l'époque, ça n'existait pas trop en 98. Ça a commencé, quoi. Ouais, ça a Vraiment commencé, mais moi commencé. j'étais même pas au courant. Voilà. Et donc du coup, la première idée qui nous est venue, c'est qu'on s'est dit, et si on faisait une espèce d'album, le vrai faux journal de Grosse Patate, avec l'écriture manuscrite, les pâtés, les dessins, les photos, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans un journal intime, dans le journal intime d'une petite fille. Voilà. On était parti sur ça. Et en même temps, il y avait quelque chose qui nous gênait, c'est qu'on perdait complètement, là pour le coup, la dimension théâtrale, alors que c'est quelque chose qui est quand même très présent, très prégnant dans Grosse Patate. Même si c'est un journal intime, il y a quand même une oralité et une adresse qui font que c'est du théâtre. Et donc on ne l'a pas fait. Voilà, ça ne s'est pas fait, mais ça restait comme ça dans un petit coin de ma tête. Et quand il a été question, 4 ans plus tard, en 2002, de la publication, très vite, j'en ai parlé à l'éditeur, qui était très contre au début, parce qu'il considérait qu'un texte de théâtre, c'est un texte de théâtre, on ne met pas des dessins dedans. C'était un peu très... et puis en même temps, voilà, je lui ai expliqué, puis on a montré les dessins de Vincent, et puis finalement, assez vite, il a été convaincu. Et c'est devenu le journal de Grosse Patate tel qu'il existe aujourd'hui, avec les tâches de Vincent. Et du coup, après, je trouve que ce lien... Ah oui, c'est des tâches. C'est vraiment. Ah, c'est des tâches. En fait, il avait fait des idioties. Oui, il appelait ça moi, des j'appelais idioties. ça des idioties. Donc, Que j'appelle toujours. ça. t'appelles Je toujours continue, ça. hein. Je continue à faire des idioties. Et donc, je lui ai chippé quelques idioties pour mettre dans le journal. Et là, sous cette forme-là, c'est Alors. une demande ou Non, c'est alors ça, envie, en fait, je me tous souviens, les deux? je pense que la première C'est- fois qu'on a dessiné, Alors, que tu as dessiné en lecture, Moi, on avait une toute petite structure à Paris qui Ah bah s'appelait oui. Exil Eros. bah oui, je suis bête. Et on, C'est encore plus vieux que ce que j'allais dire, dans bien les sûr, années c'est ça. 2000, et on travaillait que dans les foyers de jeunes travailleurs. Et c'était vraiment notre volonté de faire. Donc on était 4, un chanteur, une metteur en scène, en même temps dramaturge, Dramaturge plutôt. toi qui jouais du violon aussi Oui. et qui jouais, et moi qui dessinais. Et on a fait ça pendant presque 10 ans. Un peu moins. Moi, un peu moins. Un ouais. petit peu moins. Ouais, un petit peu moins. Et après, donc ça s'est arrêté, l'aventure s'est arrêtée parce que Pascal et Michel voulaient faire autre chose. Et puis nous, on a continué plus au niveau théâtre plus classique, on va dire.
Pascal, Mais c'est en né de l'occurrence, là, c'est en Pascal fait. C'est né de Griandini, là. pour ceux qui connaissent. Et à partir de là, c'est vrai. Oui, voilà. Donc Pascal a arrêté pour faire posture. Ouais, Voilà. Pascal Griandini, oui. Et après, en fait, on avait déjà cette pratique-là, qu'on Ouais. avait fait dans les bars aussi, mais on n'était pas du tout dans les lieux de théâtre. Non. On ne faisait pas du c'était tout dans ces lieux-là. hors lieu théâtre. Et après, je pense que ça, c'est à la Chartreuse, en fait, quand tu es. Non, moi je pense qu'il y a eu les lectures au Salon ça a du été Livre. une des premières. Et Et le il y a Salon eu du les Livre, lectures au Salon du Livre de Montreuil. à aussi. Montreuil. Donc à chaque fois qu'il y C'est avait vrai. une lecture, on faisait Ouais. une lecture dessinée avec Vincent. Et puis, nous, moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir de le faire. Parce que Et, on n'avait pas vécu comme ça, et là, c'est vraiment un très bon moment. ouais. C'est- Et du coup, on se dit, c'est bien de se faire plaisir, quoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.